Il pensait qu'elle était juste une autre serveuse maladroite. Il pensait que son argent pouvait lui acheter silence et obéissance. Mais quand l'homme le plus riche de Rome amena sa mère mourante à un restaurant de New York, il ne s'attendait pas à ce que la fille du versant l'eau détienne la clé du secret le plus sombre de sa famille. Lorenzo Ricci était prêt à la faire virer pour une simple erreur. Mais alors elle ouvrit sa bouche, et ce qui en sortit ne le glaça pas seulement. Cela amena un milliardaire à ses genoux. Vous ne croirez pas qui elle est vraiment. L'air à l'intérieur de l'Horizon, l'établissement de restauration le plus exclusif de Manhattan, sentait l'huile de truffe, le cuir vintage et l'anxiété. C'était un vendredi soir, et le gérant de salle, M. Henderson, transpirait déjà à travers son costume sur mesure. La table 4 doit être débarrassée maintenant. Henderson siffla, claquant des doigts vers Tessa. Et arrange ton tablier. Tu as l'air d'avoir couru un marathon. Tessa brossa une mèche rebelle de cheveux foncés derrière son oreille et hocha la tête, ravalant son épuisement. Elle avait couru un marathon. Métaphoriquement parlant, entre ses doubles services au restaurant et les factures médicales croissantes, pour son jeune frère Toby, elle n'avait pas dormi plus de 4 heures par nuit en 3 mois. « Oui, Monsieur Henderson, » murmura Tessa. Elle attrapa un pichet frais d'eau glacée et lissa le devant de son uniforme. « Écoute-moi. » Henderson lui attrapa le bras, sa prise serrée. « Les VIP viennent d'entrer. C'est Lorenzo Ricci. Il possède la moitié des routes maritimes en Méditerranée. Si tu respires trop fort près de lui, tu es viré. Tu comprends? Il est notoirement difficile. » Tessa jeta un coup d'œil vers l'entrée. Un homme entrait, flanqué de 2 gardes de sécurité qui avaient l'air de mâcher du verre pour le petit déjeuner. Lorenzo Ricci était indéniablement beau, mâchoire acérée, yeux de la couleur de l'espresso, et un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus que tous les gains de la vie de Tessa. Mais c'était la froideur de son visage qui ressortait. Il avait l'air d'un homme qui avait oublié ce que la joie ressentait. À côté de lui, agrippant son bras d'une main frêle et tremblante, se trouvait une femme âgée. Elle portait un voile noir et un manteau qui semblait trop lourd pour sa petite silhouette. Elle avait l'air terrifiée, ses yeux dardant autour de la pièce bondée, comme si elle était piégée dans une cage. « Je comprends, » dit Tessa. « Je serai invisible. » Elle n'était pas censée prendre la table VIP. C'était habituellement réservé pour le maître d'hôtel, Claude. Mais Claude était actuellement dans l'allée à gérer une crise de panique, laissant Tessa comme la seule serveuse avec assez d'expérience pour gérer la section sans laisser tomber un plateau. Tessa approcha de la table avec la grâce silencieuse qu'elle avait perfectionnée pendant 5 ans de service. Lorenzo était déjà assis, vérifiant impatiemment une montre en or à son poignet. La femme âgée, sa mère, marmonnait pour elle-même, ses mains tordant une serviette en lin. « Pétillante ou plate ?» Tessa demanda, sa voix douce. Lorenzo ne leva pas les yeux. « Plate, pas de glace. Et apportez la carte des vins, la liste de réserve, pas celle que vous donnez aux touristes. »« Bien sûr, monsieur. » Tessa posa les verres en cristal. Alors qu'elle versait l'eau pour la femme âgée, la femme fit soudain un mouvement brusque en avant. Sa main frappa le pichet. Éclaboussure. De l'eau glacée à cascada sur la nappe coûteuse, trempant le bord du manteau de velours de la femme et éclaboussant la chaussure polie de Lorenzo. Le restaurant devint silencieux. C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Lorenzo se leva si brusquement, sa chaise grinça contre le sol. « Merde, » rugit-il, secouant sa manchette mouillée. « Êtes-vous incompétente? »« Je suis tellement désolé, monsieur, » balbutia Tessa, attrapant un chiffon pour tamponner l'eau. Elle a bougé, et je ne blâme pas ma mère pour votre maladresse. La voix de Lorenzo porta jusqu'au fond de la pièce. D'autres convives regardaient fixement. Monsieur le Henderson sprintait déjà à travers le sol, son visage pâle comme un drap. La femme âgée, Signora Caterina, commença à pleurer. Ce n'était pas un cri silencieux.
C'était un hurlement de confusion et de détresse. Elle commença à se frapper la tête avec ses paumes, se balançant d'avant en arrière. « Maman, bast !» Lorenzo siffla, essayant d'attraper ses mains. Il avait l'air mortifié. « Arrête ça. Tu fais une scène. » Caterina se retira, criant dans une langue rapide qui sonnait comme de l'italien, mais plus épais, plus rude. Elle pointait l'eau renversée, terrifiée, divagant sur l'inondation et les papiers perdus. J'ai dit « Arrête !» claqua Lorenzo, sa patience s'épuisant. Il regarda Henderson. « Faites sortir cette fille incompétente de ma vue et donnez un sédatif à ma mère maintenant. » Henderson attrapa brutalement l'épaule de Tessa. « C'est fini pour toi, Tessa. Sors, pointe et pars. » Tessa sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. L'opération de Toby était dans 3 semaines. S'il vous plaît, c'était un accident. Les hurlements de la vieille femme devinrent plus forts. Elle hyperventilait, se griffant la gorge comme si elle ne pouvait pas respirer. Lorenzo eut l'air impuissant pour la première fois, la panique fissurant son masque de pierre. Il ne savait pas comment l'atteindre. Il lui parlait en italien standard, doux et moderne, mais elle ne l'entendait pas. Tessa s'arrêta. Elle regarda la femme. Oh, elle connaissait ce son. Elle connaissait ce rythme. Ce n'était pas juste de l'italien. C'était un vieux dialecte spécifique du sud profond de la Sicile, d'un village appelé Corleo, un dialecte que presque personne ne parlait plus. C'était le même dialecte que la grand-mère de Tessa utilisait pour lui chanter avant qu'elle ne meure, ignorant la prise d'Henderson. Tessa s'avança. Elle tomba à genoux juste à côté de la mère du milliardaire en pleurs. « Que penses-tu faire? » Lorenzo aboya. « Éloigne-toi d'elle. » Tessa l'ignora. Elle prit les mains tremblantes de la vieille femme dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Luculuna luna seora. » Tessa murmura doucement. « Le soleil n'oublie jamais la lune, madame. » La pièce était mortellement silencieuse. Caterina se figea, sa main cessa de trembler. Elle regarda la jeune serveuse dans l'uniforme bon marché. « Tu, » murmura Caterina, sa voix se brisant. « Tu pari lingua. Toi, tu parles la langue de la maison. » Tessa sourit, un sourire chaleureux et authentique. « Si non pinge d'eau. » Oui, ne pleure pas. L'eau emporte la douleur. Lorenzo Ricci resta figé. Sa bouche était légèrement ouverte. Il regarda de sa mère qui caressait maintenant calmement la joue de Tessa à la serveuse qu'il venait d'essayer de virer. Il avait engagé les meilleurs médecins de Rome, les meilleures infirmières de Londres, et aucun d'eux ne pouvait calmer sa mère pendant ces épisodes. Et voici une serveuse à New York parlant le dialecte de son arrière-grand-mère, un dialecte que Lorenzo lui-même pouvait à peine comprendre. « Qui es-tu? » Lorenzo murmura, la colère remplacée par un pur choc. Tessa se leva, lissant sa jupe. Elle regarda M. Henderson, puis Lorenzo. « Je suis juste la serveuse maladroite, monsieur, et je crois que je viens d'être virée. » Elle se tourna pour partir, son cœur martelant dans sa poitrine. « Attendez !» La voix de Lorenzo n'était pas un ordre cette fois. C'était une supplication. Tessa ne s'arrêta pas. Elle passa à travers les doubles portes dans la cuisine, ses mains tremblant de manière incontrôlable maintenant que l'adrénaline s'estompait. Tessa, elle se retourna près du poste de plonge. Ce n'était pas Lorenzo. C'était M. Henderson, l'air d'être sur le point de faire une attaque. « Ne fais pas un autre pas, » haleta Henderson. « Monsieur Ricci veut vous voir. » J'ai pointé Gary. Tessa dit, utilisant le prénom du gérant pour la première fois. « Vous m'avez viré. Vous vous rappelez? » Je ne le pensais pas. Henderson mentit, essuyant la sueur de son front. « Écoutez la vieille dame, Senora Caterina. Elle ne mange pas. Elle ne boit pas. Elle demande à la fille avec la voix. Si vous n'y retournez pas, Ricci va acheter ce bâtiment juste pour le démolir avec moi à l'intérieur. » Tessa hésita. Elle pensa à Toby. Elle pensa à l'avis d'expulsion sur son comptoir de cuisine. La fierté était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre.
D'accord, dit-elle, mais je ne le sers pas. Je l'aide juste elle. Quand Tessa retourna dans la salle à manger, l'atmosphère avait changé. Les autres convives faisaient semblant de ne pas regarder, mais chaque oreille était tendue vers la table 4. Lorenzo était debout près de la chaise, l'air mal à l'aise. Quand il vit Tessa, il lui tira en fait une chaise. Une serveuse assise à la table vide. « S'il vous plaît, » dit Lorenzo, sa voix raide. « Asseyez-vous. » Tessa s'assit. Senora Caterina tendit immédiatement la main et attrapa celle de Tessa, la serrant comme une bouée de sauvetage. Elle commença à murmurer dans ce vieux dialecte sicilien, demandant des nouvelles des oliviers et des chèvres. Tessa joua le jeu, inventant une histoire sur la bonne récolte cette année, utilisant le vocabulaire qu'elle avait absorbé de sa nonna des années auparavant. Pendant 20 minutes, Tessa donna à la mère du milliardaire des cuillerées de risotto, la calmant entre les bouchées. Lorenzo les observait comme un faucon, analysant chaque mot. Quand Caterina finit par s'endormir dans son fauteuil roulant, épuisé mais paisible, Lorenzo versa un verre de vin. Il ne le versa pas pour lui-même. Il le poussa vers Tessa. « Bois, dit-il. Ça coûte plus que ton loyer mensuel. » Tessa ignora le vin. « Pourquoi m'avez-vous rappelé, Monsieur Ricci? Comment connaissez-vous ce dialecte? » Lorenzo demanda, ses yeux se rétrécissant. « Ce n'est pas de l'italien enseigné dans les écoles. C'est du sicilien influencé par l'albanais, spécifiquement des collines près de Palerme. Ma mère n'a entendu personne le parler depuis que sa sœur est morte il y a 30 ans. Tessa se raidit. Ma grand-mère était de là. Elle m'a élevé. Quel était son nom? Isabella, meta Tessa. Elle utilisa son deuxième prénom. Elle savait que son histoire familiale était compliquée. Quelque chose à propos d'un scandale et d'une fuite en Amérique. Mais elle ne voulait pas que cet homme puissant fouille dans sa vie. Juste Isabella. Lorenzo étudia son visage. Vous avez ses yeux. Les yeux de ma mère. J'ai du travail à faire, Monsieur Ricci. Non, vous n'en avez pas, dit Lorenzo fouillant dans la poche de sa veste. Il sortit un chéquier. Ma mère a une démence au stade précoce. C'est aggravé par le stress et les voyages. Nous sommes à New York pour 2 semaines pour une fusion avec Ventura Holdings. Je ne peux pas la laisser crier dans les halls d'hôtel. Il décapuchonna un stylo plume. J'ai besoin d'une compagne pour elle, quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un qui parle la langue de son enfance. Il regarda Tessa. Je vous paierai 10 000 $ pour 2 semaines. Tous frais payés. Vous restez dans la suite penthouse avec nous. Tessa s'étouffa avec sa propre respiration. 10 000 $. Cela couvrirait l'opération de Toby. Cela réglerait le loyer. C'était un miracle. Mais, ajouta Lorenzo, sa voix redevenant froide, il y a des règles. Vous ne parlez pas à la presse. Vous ne me parlez pas à moins d'être interpellé. Et vous ne pensez pas, en aucune circonstance, que cela fait de nous des amis. Vous êtes un outil pour garder ma mère tranquille. Avons-nous un accord? Tessa regarda son visage arrogant. Elle le détestait. Elle détestait la façon dont il la regardait, comme si elle était un meuble qu'il venait d'acheter. Mais elle regarda la vieille femme endormie, dont la main reposait toujours sur le poignet de Tessa. Et elle pensa à son frère. « Faites 15 000, dit Tessa, sa voix ferme. Lorenzo cligna des yeux. Un coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire, mais pas tout à fait. Il écrivit sur le chèque, le déchira, le fit glisser sur la table. 15 000. Lorenzo dit, « Soyez au Plaza Hotel demain à 8 heures du matin. Ne soyez pas en retard. » Et Mademoiselle Reynolds, Tessa Reynolds, Mademoiselle Reynolds, si vous me renversez quoi que ce soit dessus encore, je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. La suite du Plaza Hotel était plus grande que tout l'immeuble d'appartements où Tessa avait grandi. Elle avait 3 chambres, une bibliothèque et une vue sur Central Park qui ressemblait à un tableau. Quand Tessa arriva à 7h55 du matin, vêtue de son meilleur et unique blazer, elle fut accueillie non par Lorenzo, mais par une femme qui ressemblait à un requin dans une robe de soie. «
Vous êtes laide engagée, dit la femme, regardant Tessa de haut en bas avec dédain. Elle était grande, blonde, et d'une beauté frappante d'une manière fabriquée. Je suis Tessa. Je suis ici pour aider Signora Caterina. Je suis Vanessa Thorne, dit la femme. Je suis la fiancée de Lorenzo. Et laissez-moi clarifier une chose. Je sais ce que vous faites. Tessa cligna des yeux. Je suis désolé. Vanessa s'approcha, sentant le parfum cher et la malice. L'acte de la vieille paysanne, le dialecte. C'est un joli tour. Mais Lorenzo est vulnérable en ce qui concerne sa mère. Si je découvre que vous essayez de la manipuler pour obtenir une bague à votre doigt, je vous détruirai. Tessa faillit rire. Mademoiselle Thorne, j'ai besoin de cet argent pour ma famille. J'ai zéro intérêt pour un homme qui traite les gens comme de la saleté, peu importe combien d'argent il a. Bien, siffla Vanessa, gardez ça comme ça. Les 3 premiers jours furent un flou. Tessa passa chaque heure éveillée avec Caterina. La vieille femme était ravissante quand elle était calme. Elle raconta à Tessa des histoires sur un vignoble en Italie, sur un amour perdu nommé Antonio, et sur une sœur qu'elle avait trahie. « Je le lui ai volé, Cara », chuchotait Caterina pendant leur thé de l'après-midi, ses yeux troubles. « J'ai volé le droit d'aînesse, et maintenant Dieu me punit en me prenant mon esprit. » Tessa écoutait, la réconfortant, mais elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que ce n'étaient pas juste des divagations. Les détails étaient trop spécifiques. Caterina mentionna un médaillon en rubis et un acte caché dans le mur. Lorenzo était rarement vu. Il était occupé avec la fusion, mais chaque soir il retournait à la suite, desserrait sa cravate et regardait Tessa lire à sa mère. La 4e nuit, une tempête éclata sur New York. Le tonnerre secoua les fenêtres du penthouse. Caterina se réveilla en hurlant. Tessa se précipita dans la pièce, portant seulement un t-shirt et un pantalon de survêtement. Lorenzo était déjà là, torse nu, essayant de retenir sa mère. « Elle brûle !» Lorenzo cria. « Appelez le médecin !» « Non, c'est une crise de panique. » Tessa cria en retour. « Écartez-vous. » Elle grimpa sur le lit, tirant la vieille femme dans ses bras. Elle commença à chanter une berceuse. La berceuse sicilienne spécifique sur le pêcheur et l'étoile. Lentement, les cris de Caterina se transformèrent en sanglots, puis en silence. Elle s'endormit, agrippant la chemise de Tessa. Tessa leva les yeux, essoufflée. Elle trouva Lorenzo la regardant fixement. Il ne la regardait pas avec mépris cette fois. Il la regardait avec intensité. Il était proche, trop proche. Elle pouvait sentir le parfum de bois de Saint-Al et de pluie sur sa peau. « Vous êtes bonne avec elle », Lorenzo dit doucement. L'arrogance était partie, remplacée par l'épuisement. « Elle a juste besoin de se sentir en sécurité, Lorenzo », dit Tessa, utilisant son prénom sans réfléchir. Elle porte beaucoup de culpabilité. Culpabilité à propos de quoi? Elle parle de sa sœur, dit Tessa, et un vol. Lorenzo se raidit, il s'éloigna. Le mur revenant instantanément. Ma mère est malade. Elle imagine des choses. N'écoutez pas les divagations d'une femme mourante, ça lui semble réel. C'est assez. Lorenzo claqua. Va te coucher. Mais alors que Tessa retournait dans sa chambre, elle vit Lorenzo entrer dans sa bibliothèque. Il n'alluma pas les lumières. Il versa juste un verre et fixa un tableau sur le mur. Un portrait du domaine de la famille Ricci en Sicile. Tessa fit une pause. Elle reconnut le domaine non d'un magazine, mais d'une vieille photographie fanée que sa grand-mère avait gardée dans une Bible. Une photographie d'une maison avec une arche brisée et distincte dans le jardin. Son cœur s'arrêta. Sa grand-mère n'avait pas juste été du même village. Sa grand-mère avait vécu dans cette maison. La réalisation frappa Tessa comme un coup physique. Si sa grand-mère vivait là et que Caterina parlait d'une sœur trahie, Tessa n'était pas juste une serveuse au hasard. Elle était liée à ces gens. Et si le vol dont Caterina parlait était réel, alors Lorenzo Ricci vivait une vie qui appartenait à la famille de Tessa.
Le lendemain matin, les choses empirèrent. Beaucoup pire. Vanessa Thorne avait creusé, et au petit déjeuner, elle jeta un dossier sur la table devant Lorenzo. Je t'avais dit qu'elle était une fraude. Vanessa sourit, ses dents blanches et acérées. Regardez ça. Lorenzo ouvrit le dossier. Son visage s'assombrit. Est-ce vrai? Demanda-t-il brandissant un papier. Votre frère est-il un criminel condamné? Tessa se figea. Toby s'est battu en me défendant il y a 2 ans. Il a un casier? Oui, mais cela n'a rien à voir avec moi. Et vos dettes? Lorenzo lut du papier. Vous devez 50 000 $ en facture médicale. Vous êtes désespéré. Je vous ai dit que j'avais besoin de l'argent, cria Tessa. Je n'ai jamais menti à ce sujet. Vous êtes un fardeau, interjeta Vanessa. Une femme désespérée avec un frère criminel dans la maison d'un milliardaire. Elle prévoit probablement de kidnapper Caterina. C'est un mensonge, cria Tessa. Lorenzo regarda Tessa. La douceur de la nuit précédente avait disparu. Il était de nouveau le PDG, froid, impitoyable. Fais tes bagages, dit Lorenzo. Quoi? Vous m'avez entendu. L'accord est annulé. Je ne peux pas vous faire confiance. Mais votre mère, j'embaucherai une infirmière, une professionnelle, pas une arnaqueuse. Lorenzo se leva. Sors. Vous serez payé pour les jours que vous avez travaillé. Rien de plus. Tessa sentit les larmes chaudes sur ses joues, non de tristesse, mais de rage. Elle regarda le tableau du domaine une dernière fois. Bien, dit Tessa, sa voix tremblante. Je partirai. Mais demandez à votre mère à propos du médaillon en rubis. Lorenzo, demandez-lui à propos de Sophia. Lorenzo se figea. Qu'avez-vous dit? Le nom de ma grand-mère n'était pas Isabella. Tessa cracha. C'était Sophia. Et elle est morte sans rien pendant que vous vivez dans un palais. Elle se tourna et sortit en trombe de la suite, laissant Lorenzo Ricci debout, immobile comme une statue, la couleur s'écoulant de son visage. Sophia était le nom de la tante qui était morte il y a 50 ans. La tante qui était censée avoir hérité de la fortune familiale avant de disparaître mystérieusement. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente du Mont-Sinaï ronronnaient d'un bourdonnement provoquant des maux de tête. Tessa était assise sur une chaise en plastique, ses genoux relevés vers sa poitrine, fixant le sol en linoléum éraflé. Il s'était écoulé 6 heures depuis qu'elle avait quitté le Plaza Hotel in Trombe, 6 heures depuis qu'elle avait jeté 15 000 $ et la seule chance qu'elle avait de sauver Toby. Mademoiselle Reynolds? Tessa leva les yeux. Le Dr. Harris se tenait là, tenant un presse-papier, son expression grave. « Est-ce qu'il va bien? » Tessa demanda, se levant précipitamment. « Toby a eu une autre crise, dit doucement le Dr. Horus. Nous l'avons stabilisé, mais son état se détériore plus vite que nous l'avions anticipé. Le traitement expérimental à Zurich. Nous devons le réserver maintenant. Avez-vous la compte? » Tessa eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Le chèque que Lorenzo lui avait fait était dans sa poche, mais elle était partie avant que le travail ne soit terminé. Techniquement, elle ne l'avait pas gagné. Si elle l'encaissait, il pourrait la poursuivre pour fraude, ou pire, l'annuler avant qu'il ne soit compensé. « J'y travaille, » murmura Tessa. « Vous avez 48 heures, Tessa, » dit le médecin avec sympathie. Après cela, la fenêtre se ferme. Tessa sortit dans la nuit froide de New York. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de travail, et elle venait de déclarer la guerre à l'un des hommes les plus puissants du monde. Pendant ce temps, dans le penthouse du Plaza, l'atmosphère était suffocante. Lorenzo Ricci était assis dans la bibliothèque. Le dossier sur Tessa Reynolds était ouvert devant lui. Mais il ne regardait plus son casier judiciaire. Il regardait un rapport d'enquêteur privé qu'il avait commandé 2 heures auparavant. Une plongée profonde d'urgence dans l'histoire de la famille Reynolds. Le rapport était mince, mais il contenait un acte de naissance qui fit froid dans le dos à Lorenzo. Mère Sophia Ricci, père inconnu. Lieu de naissance, Brooklyn, Henry, 1975. Lorenzo claqua le dossier.
Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon scintillante. « Sophia, murmura-t-il. » En grandissant dans la maison Ritchie, le nom Sophia était une malédiction. Son grand-père, le formidable Don Giovanni Ritchie, avait interdit de le prononcer. On avait dit à Lorenzo que sa tante Sophia était morte d'une fièvre quand elle avait 18 ans. Mais il y avait toujours des rumeurs, des murmures parmi le personnel qu'elle s'était enfuie avec un soldat américain, qu'elle avait été reniée. Si Tessa était la petite fille de Sophia, elle n'était pas juste une serveuse. Elle était sa cousine au second degré. Lorenzo. Vanessa Thorne se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe de soie, un verre de champagne à la main. « Pourquoi obsédez-vous toujours sur cette ordure? J'ai appelé la sécurité. Si elle essaie de revenir, ils l'arrêteront. » Lorenzo se tourna lentement. Pour la première fois, il vit Vanessa non pas comme sa fiancée polie et parfaite, mais comme quelque chose d'aiguisé et de venimeux. « Vous saviez, » dit Lorenzo doucement. Vanessa cligna des yeux. « Saviez quoi? Vous avez enquêté sur ses antécédents avant aujourd'hui. Vous saviez que le nom de sa grand-mère était si juste. C'est pourquoi vous étiez si désireuse de vous débarrasser d'elle. » Vanessa prit une gorgée de champagne, ses yeux se rétrécissant. « Je protégeais vos intérêts, chérie. La fusion avec Ventura Holdings repose sur la stabilité de la fiducie familiale Ritchie. Si un héritier perdu depuis longtemps apparaît, une serveuse avec un frère criminel, le cours de l'action plonge. J'ai fait ce qui devait être fait. « Elle est de la famille, » dit Lorenzo, sa voix montant. « Elle est un fardeau. » Vanessa claqua, posant son verre brusquement. Et elle est partie. « Oubliez-la. » Lorenzo ne répondit pas. Il passa devant Vanessa, attrapant son manteau. « Où allez-vous? » Elle exigea de trouver la vérité. Lorenzo ne prit pas sa limousine. Il prit un taxi pour le Queens à l'adresse indiquée sur le dossier. C'était un immeuble délabré à Astoria, coincé entre une laverie et un bodega. Le bouton d'appel ne fonctionnait pas. La porte d'entrée était calée avec une brique. Lorenzo monta 4 étages, l'odeur d'huile de cuisson rance et de plâtre humide remplissant son nez. Il atteignit l'appartement 4B et frappa. Pas de réponse. Il frappa de nouveau plus fort. « Tessa, ouvre la porte !» Un voisin ouvrit la porte d'en face. Un homme âgé en débardeur. « Elle n'est pas là, mon pote. Elle est à l'hôpital. Son frère va mal. » Lorenzo sentit une piqûre de culpabilité assez forte pour percer sa fierté. « Quel hôpital? » « Mont Sinaï. Les enfants ont ce truc au cerveau. » Lorenzo se retourna et descendit les escaliers en courant. Quand il arriva à l'hôpital, il n'eut pas besoin de demander son numéro de chambre. Il la trouva à la cafétéria, assise seule à une table de coin, fixant une tasse de café froid. Elle avait l'air petite, vaincue et complètement épuisée. Lorenzo s'approcha de la table. Il n'avait pas ses gardes de sécurité. Il n'avait pas son arrogance. Il avait juste la question brûlante qui l'avait tourmenté pendant des heures. Tessa leva les yeux rougis. Elle n'eut pas l'air surprise de le voir. Elle avait l'air trop fatiguée pour s'en soucier. « Ici pour m'arrêter ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Non. » Lorenzo tira une chaise et s'assit. « Je suis ici pour demander à propos du médaillon. » Tessa rit, un son sec et amer. « Le médaillon. C'est ce qui vous intéresse, pas le fait que vous m'ayez jeté à la rue. Je me soucie de la vérité, Tessa. » Lorenzo dit intensément. « Ma mère, elle essaie de me dire quelque chose depuis des années. Aujourd'hui, après votre départ, elle a dit quelque chose de lucide. Elle a dit, la clé est dans le cœur du lion. » Tessa fronça les sourcils. Le lion, l'emblème de la famille Ritchie, est un lion. Il y a un lion de pierre dans le jardin de notre domaine en Sicile. Elle dit, il y a quelque chose de caché là. Quelque chose que Sophia a laissé derrière elle. Lorenzo se pencha en avant. Si vous êtes vraiment la petite fille de Sophia, alors la moitié de ce domaine, la moitié de tout pourrait légalement vous appartenir. Le testament de mon grand-père n'a jamais été retrouvé. Nous avons supposé qu'il avait tout laissé à mon père par défaut, mais s'il y avait un autre testament, Tessa le fixa.
Je ne veux pas votre argent, Lorenzo. Je veux sauver mon frère. C'est tout. Je peux faire les deux, dit Lorenzo. Il posa une main sur la table, paume vers le haut, une offre de paix. J'ai déjà viré les fonds à la clinique de Zurich. L'hélicoptère attend pour y emmener Toby ce soir. Tout est payé. Tessa arrêta de respirer pendant une seconde. Des larmes montèrent dans ses yeux de nouveau, mais cette fois elles débordèrent. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? Parce que, dit doucement Lorenzo, si vous êtes de mon sang, je vous ai traité comme un ennemi. Et en Sicile, il n'y a pas de péché plus grand que de tourner le dos à la famille. Il se leva. Mais j'ai besoin de preuves. J'ai besoin d'un test ADN ce soir. Si c'est un match, vous venez en Italie avec moi. Nous allons trouver ce que votre grand-mère a caché. Tessa regarda sa main, puis son visage. Elle vit le conflit dans ses yeux, l'homme d'affaires combattant l'homme d'honneur. Et si je ne suis pas un match, demanda-t-elle. Alors l'argent pour votre frère est un cadeau, dit Lorenzo. Les saints paient pour la meilleure serveuse que j'ai jamais virée. Tessa tendit lentement la main et prit la sienne. C'était chaud et ferme. D'accord, dit-elle. Trouvons la vérité. Le jet privé atterrit sur le tarmac à Palerme juste au moment où le soleil se couchait, peignant le ciel sicilien de violets meurtris et d'oranges brûlés. L'air ici était différent, plus lourd. Plus lourd, sentant le sel, les citrons et la poussière ancienne. Le test ADN avait été concluant. Tessa Reynolds était une Ritchie. La révélation avait changé la dynamique entre eux. Pendant le vol, Lorenzo ne l'avait pas traitée comme une servante, mais il ne l'avait pas traitée comme une cousine non plus. Il l'observait avec un mélange de fascination et de lassitude. Elle était une variable qu'il ne pouvait pas contrôler, un élément chaotique introduit dans son empire parfaitement ordonné. Et il n'était pas seul. Vanessa Thorne avait insisté pour venir. Elle était assise de l'autre côté de l'allée, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, rayonnant d'hostilité. Elle prétendait être là pour soutenir Katharina, qui se reposait dans la cabine arrière, mais Tessa savait mieux. Vanessa était là pour s'assurer que son avenir en tant que Madame Ritchie ne s'évaporait pas. « Bienvenue en Sicile », dit Lorenzo, détachant sa ceinture de sécurité. « La terre du soleil et des secrets. » Une flotte de SUV noirs les attendait. Le trajet jusqu'au domaine prit 2 heures, serpentant à travers des montagnes escarpées et des oliveraies qui semblaient n'avoir pas changé depuis 1000 ans. Finalement, ils tournèrent sur une route de gravier privé bordée de cyprès. Au bout de la route se dressait le Villoro. C'était magnifique. Un palais de pierre dorée s'effritant légèrement sur les bords, couvert de lierre, se dressant sur une falaise surplombant la mer Tyrrhénienne. Lorsque la voiture s'arrêta, le personnel de maison s'aligna pour les accueillir. Une femme âgée en tablier noir se tenait à l'avant. Maria, la gouvernante qui avait servi la famille pendant 50 ans. Lorenzo sortit, aidant sa mère à s'installer dans son fauteuil roulant. Puis Tessa sortit. Maria allaita. Elle laissa tomber le panier de citron qu'elle tenait. Ils roulèrent sur le gravier. « Sophia », Maria murmura, s'essignant. « Santa Maria Fantasma. Sainte Marie, le fantôme, est revenu. » Tessa s'avança maladroitement. « Non, je suis Tessa. Sophia était ma grand-mère. » Maria se précipita, ignorant le protocole, et attrapa le visage de Tessa dans ses mains rugueuses. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Les yeux le même feu. « Tu es revenu à la maison, Piccolola. Tu es enfin revenu à la maison. » Lorenzo regarda cette interaction, sa mâchoire serrée. Il vit la façon dont les autres serviteurs regardaient Tessa avec révérence. Pas de suspicion. Il connaissait l'histoire qui lui avait été refusée. « Maria, » dit Lorenzo, sa voix coupant l'émotion. « Préparez la suite d'invités, la chambre bleue. »« Non, » dit fermement Maria, se tournant vers le maître de maison avec une défiance surprenante. « Elle dort dans la chambre de Sophia. Elle a été gardée prête. » Lorenzo hésita, puis hocha la tête une fois. « Très bien, » se moqua Vanessa en passant. « Ridicule.
C'est probablement plein de rats. Cette nuit-là, la villa était silencieuse, sauf pour le son du vent hurlant de la mer. Tessa ne pouvait pas dormir. Sa chambre, la chambre de Sophia, était une capsule temporelle. Il y avait des fleurs séchées de 1970 sur la coiffeuse, des livres de poésie et des croquis de robes. C'était la chambre d'une fille pleine de rêves, une fille qui avait été effacée. Tessa trouva une photo glissée dans le cadre du miroir. C'était Sophia, jeune et belle, riant avec un beau jeune homme qui n'était pas le père de Lorenzo. Agitée, Tessa enfila sa robe et erra dans le couloir. La maison semblait vivante, craquant et gémissant. Elle se retrouva attirée par les portes du jardin. Elle sortit dans la cour éclairée par la lune. L'air était frais. Au centre du jardin envahi par la végétation se trouvait la fontaine que Katharina avait mentionnée et le lion de pierre. C'était une sculpture massive et patinée d'un lion rugissant, de l'eau s'écoulant de sa gueule dans un bassin moussu. La clé est dans le cœur du lion. Tessa approcha de la statue. Elle passa sa main sur la pierre rugueuse. La poitrine du lion était solide. Il n'y avait pas de serrure, pas de compartiment caché. Elle vérifia les pattes, la crinière. Rien. Je l'ai vérifié il y a 10 ans, dit une voix des ombres. Tessa sursauta. Lorenzo sortit de derrière un cyprès. Il fumait une cigarette regardant la mer. Quand j'étais un garçon, j'ai aussi entendu les histoires, dit Lorenzo, marchant vers elle. Je pensais que c'était un trésor de pirates. J'ai grimpé partout sur cette chaude. C'est du marbre massif, Tessa. Il n'y a rien à l'intérieur. Votre mère était sûre, dit Tessa, frissonnant légèrement dans l'air de la nuit. Ma mère voit des choses qui ne sont pas là. Lorenzo jeta sa cigarette. Il s'arrêta devant elle, le clair de lune saisissant les angles vifs de son visage. « Pourquoi êtes-vous vraiment venue, Tessa? Est-ce juste la curiosité ou voulez-vous l'empire? » « Je vous l'ai dit, dit Tessa, soutenant son regard. « Je veux savoir pourquoi ma grand-mère est morte pauvre à Brooklyn pendant que vous viviez comme un roi. Je veux savoir si elle a été volée. Et si elle l'était? » demanda doucement Lorenzo. « Si mon grand-père a volé son droit d'aînesse pour le donner à mon père, que ferez-vous? Me détruire? Je ne veux pas vous détruire, Lorenzo, mais je ne vous laisserai plus enterrer la vérité. » La tension entre eux était électrique. Ce n'était pas juste de la colère. C'était une étrange attraction magnétique. Ils étaient deux faces de la même pièce. Le prince et le pauvre, liés par le même sang. Soudain, un grand fracas résonna de l'étage supérieur de la villa. Verre se brisant. Puis un cri. « Mère! » Lorenzo cria. Il fonça vers la maison. Tessa juste sur ses talons. Ils sprintèrent l'escalier en marbre, le long du long couloir jusqu'à l'aile de Katharina. La porte de la chambre de Katharina était grande ouverte. Un vase gisait brisé sur le sol. Katharina était assise dans son lit, pointant un doigt tremblant vers les portes ouvertes du balcon. Les rideaux battaient follement au vent. « L'eau, mon héros !» elle cria. « Il l'a pris. Il a pris les papiers. » Lorenzo se précipita au balcon. Il regarda par-dessus le bord. Une silhouette sombre sprintait à travers la pelouse, se dirigeant vers les falaises. « Restez ici !» ordonna Lorenzo. « Tessa? » « Pas question. » Tessa attrapa un lourd chandelier en laiton de la table du couloir. Lorenzo n'argumenta pas. Il dévala les escaliers de service, surgissant dans le jardin. L'intrus était rapide, vêtu d'équipements tactiques noirs. Ce n'était pas un voleur ordinaire. C'était un professionnel. La silhouette atteignit le vieux mur de pierre au bord de la propriété. Il le franchit. Lorenzo était athlétique, mais il était en pyjama et pieds nus. Il atteignit le mur juste au moment où la silhouette disparut dans l'oliveraie en contrebas. « Bon sang! » Lorenzo frappa son poing contre la pierre. Tessa le rattrapa, essoufflée. « Avez-vous vu qui c'était? » « Non, » dit Lorenzo, haletant. Mais il savait exactement où aller. Il n'était pas dans la chambre de ma mère pour lui faire du mal. Il cherchait quelque chose. L'a-t-il trouvé? Lorenzo retourna à la maison.
Nous devons vérifier le mur. Quel mur? Celui qu'il a sauté par-dessus, réalisa Lorenzo. Il regarda la section du mur que le voleur avait utilisée. Elle était plus ancienne que le reste, partie de la fortification médiévale originale. Tessa s'approcha. Le clair de lune frappa les pierres à un angle spécifique. Elle remarqua quelque chose. Lorenzo, regarde. Elle pointa une pierre près du sommet. Il y avait une sculpture dessus, faible, usée par des siècles de pluie, mais visible. Ce n'était pas un lion, c'était un cœur. Le cœur du lion, murmura Tessa. Ce n'est pas la statue, c'est le mur. Le mur Léon construit par votre ancêtre. Léon Ricci, Lorenzo fixa la pierre. Mon Dieu, il attrapa une pierre lâche du sol et la fracassa contre la pierre sculptée. Ça sonnait creux. Il la frappa de nouveau plus fort. Le mortier s'effrita. Avec un grognement d'effort, Lorenzo délogea la pierre. Derrière elle se trouvait une petite cavité sombre. Il tendit la main à l'intérieur. Sa main se referma autour de quelque chose de froid et métallique. Il le tira. C'était une vieille boîte en fer rouillé. Et posé sur la boîte, intacte par le temps, était un médaillon en or avec un rubis. Tessa allaita. C'est ça. C'est le médaillon de la photo. Lorenzo ouvrit le médaillon. À l'intérieur se trouvait un minuscule morceau de parchemin plié, mais avant qu'il ne puisse le lire, une lumière aveuglante inonda le jardin. « Lâchez-le. » Une voix retentit. Lorenzo et Tessa se retournèrent, protégeant leurs yeux. 3 hommes se tenaient au bord de l'eau livrée, tenant des lampes de poche et des fusils, et sortant de derrière eux, portant un trench coat sur son pyjama de soie, était Vanessa Thorne. Elle tenait un téléphone. « Bon travail, chérie, » dit Vanessa, souriant doucement. « Je savais que si je vous laissais jouer au détective assez longtemps, vous le trouveriez pour moi. Maintenant, remettez-le. La fusion dépend de cette boîte, ne voyant jamais la lumière du jour. » Lorenzo s'avança devant Tessa, protégeant son corps avec le sien. « Vanessa, vous avez engagé ces hommes. Ne le prenez pas personnellement, Lorenzo, dit-elle, vérifiant ses ongles. Ventura Holdings paye mieux que vous, et ils ne veulent pas d'un héritier bâtard réclamant 50% des actifs. Maintenant, donnez-moi la boîte, ou la serveuse meurt en premier. » Tessa serra le chandelier plus fort. Ils étaient piégés. Une falaise derrière eux. 3 hommes armés devant. Mais Tessa remarqua quelque chose que Vanessa ne remarqua pas. Le personnel de maison, Maria, le jardinier et le chauffeur émergeaient lentement des ombres de la maison, tenant des fourches, des pelles et de vieux fusils de chasse. C'était la Sicile. Et en Sicile, on ne touche pas à la famille. Le silence dans le jardin de Vidoro était lourd, brisé seulement par le chant des cigales et le fracas lointain des vagues contre les falaises. Les 3 mercenaires tenaient leurs armes fermement. Les viseurs lascar rouge dansant sur la poitrine de Lorenzo. Vanessa Thorne se tenait la main tendue, son visage un masque de cupidité triomphante. « La boîte, Lorenzo! Ne soyez pas un héros. Vous avez tout à perdre. » Lorenzo regarda la femme qu'il avait presque épousée. Il vit le calcul dans ses yeux, l'absence totale d'âme. Il serra sa prise sur la boîte en fer rouillé. « Tu ne m'as jamais aimé, » dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Tu as aimé le portefeuille. »« L'amour est un mauvais investissement, » ricana Vanessa. « Maintenant, donnez-le-moi ou je dis à ces messieurs de tirer sur la fille et ensuite je prendrai la boîte de votre cadavre et dirai à la police que c'était un vol qui a mal tourné. » Tragique. Le cœur de Tessa martelait contre ses côtes. Elle serra le lourd chandelier en laiton, ses jointures blanches. Elle n'était pas une soldate. Elle était une serveuse du Queens. Mais en regardant l'arme pointée sur Lorenzo, une colère protectrice féroce monta en elle. « Vous ne tirerez pas, » dit Tessa, sa voix tremblante mais forte. Vanessa rit. « Oh, chérie, tu n'as aucune idée de comment le monde fonctionne. »« Non, » dit Tessa, s'avançant, poussant Lorenzo. « Vous n'avez aucune idée d'où vous êtes. » Vanessa fronça les sourcils. « Quoi? »
Tessa fit un geste vers l'obscurité derrière les mercenaires. Regardez. Des ombres des oliviers, des silhouettes émergèrent. Ce n'était pas juste Maria et le chauffeur. C'était tout le village. Des hommes en casquettes plates tenant des fusils de chasse. Des femmes tenant de lourdes poêles à café. De jeunes hommes avec des clés de roue. Ils se déplaçaient silencieusement comme des fantômes de l'ancien monde. En Sicile, la rumeur voyage plus vite que la fibre optique. Maria avait passé un appel téléphonique à son neveu, qui avait appelé son cousin, qui avait appelé le village. La famille Ricci était le cœur battant de Corleo. Ils avaient fourni des emplois, de la nourriture et de la protection pendant des générations. Et maintenant des étrangers menaçaient l'air. Un grand homme avec une épaisse moustache et un fusil de chasse à 2 canons s'avança dans la lumière. C'était Giuseppe, le boulanger local, qui connaissait Lorenzo depuis qu'il était un garçon. « Signorina », dit Giuseppe à Vanessa, sa voix comme du gravier, « je vous suggère de ranger les jouets. Les carabiniers sont à 20 minutes, mais ma visée est beaucoup plus rapide. » Les mercenaires regardèrent autour d'eux. Ils étaient en infériorité numérique de 50 contre 1. C'étaient des professionnels, ce qui signifiait qu'ils calculaient le risque. C'était un mauvais risque. Un par un, les mercenaires baissèrent leurs armes. « Nous n'avons pas signé pour une guerre avec les locaux. » Le mercenaire-chef grogna. Il rangea son arme et recula. Mains en l'air, Vanessa hurla. « Que faites-vous? Je vous ai payé. Tuez-les. Votre argent ne vaut pas la peine de mourir, dit l'homme. Il se tourna et courut dans l'obscurité, son équipe le suivant. Vanessa se tenait seule dans le clair de lune, son visage pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Le pouvoir avait basculé instantanément. Elle n'était plus la prédatrice. Elle était la proie. Lorenzo s'approcha d'elle, son visage froid comme la pierre. Il ne cria pas. Il ne la frappa pas. Il la regarda juste avec une déception profonde et terrifiante. « Quittez ma terre », murmura Lorenzo. « Lorenzo, attendez », balbutia Vanessa, essayant d'attraper son bras, son masque s'effritant en désespoir. « Je vous testais. Le conseil m'a fait pression. Je l'ai fait pour nous. » Lorenzo la secoua comme si elle était de la saleté. « Maria » appela-t-il. La gouvernante âgée s'avança. « Escortez Mademoiselle Thorne jusqu'au portail. Assurez-vous qu'elle quitte la Sicile. Si elle revient, » Lorenzo fit une pause, regardant les villageois en colère. « Je ne peux pas garantir sa sécurité. » Vanessa fut traînée, criant et sanglotant, ses talons traînant dans le gravier. Quand elle fut partie, la tension se brisa. Les villageois acclamèrent. Giuseppe gifla Lorenzo dans le dos, mais Tessa n'acclama pas. Elle fixait la boîte rouillée dans les mains de Lorenzo. « Ouvrez-la, dit-elle. » Ils retournèrent à l'intérieur de la villa, dans la grande bibliothèque. Lorenzo posa la boîte sur le bureau en acajou. Il utilisa un coupe-papier pour faire levier sur le loquet rouillé. Avec un gémissement de métal, le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, l'odeur de vieux papier et de lavande séchée s'échappa. Il y avait 3 choses à l'intérieur. Premièrement, un acte. Un acte pour la compagnie maritime Ricci, daté de 1974. Deuxièmement, un dernier testament de Giovanni Ricci. Et troisièmement, une lettre scellée adressée à mon fils Alejandro, le père de Lorenzo. Lorenzo déplia le testament d'abord. Ses yeux scannèrent le papier jauni, allant et venant rapidement. Il pâlit. « Que dit-il » Tessa demanda, se tenant à côté de lui. « Il dit » Lorenzo déglutit difficilement. « Il dit qu'il regrettait d'avoir chassé Sofia. Il dit qu'à sa mort, le domaine devait être divisé également, 50% à Alejandro, 50% à Sofia. » Tessa laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Alors, c'est vrai, je suis une Ayase. »« Oui, » dit Lorenzo. Il la regarda, mais il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une étrange tristesse. « Vous possédez la moitié de tout. La compagnie, la villa, les comptes. »« C'est des milliards de dollars, » murmura Tessa. « Je peux sauver Toby. Je peux acheter l'hôpital. »
Vous pouvez acheter la Suisse, murmura Lorenzo. Il tendit la main vers le 3e article, la lettre scellée à son père. Lorenzo, dit Tessa doucement, vous n'avez pas à lire ça maintenant. Ça a été une longue nuit. J'ai besoin de savoir, dit Lorenzo. Mon père est mort, n'en parlant jamais. J'ai besoin de savoir s'il savait. Il brisa le seau de cire. Il sortit la lettre. Alors qu'il lisait, le silence dans la pièce devint suffocant. Les mains de Lorenzo commencèrent à trembler. Une larme, une seule larme, coula sur sa joue. Il laissa tomber la lettre sur le bureau et marcha vers la fenêtre, tournant le dos à Tessa. « Lorenzo, c'est tout à vous, » dit-il, sa voix se brisant. « Quoi? Tout cela, l'argent, la compagnie, le nom. » Il se retourna et il avait l'air brisé. « Je n'ai aucune revendication sur rien de tout cela. » Tessa ramassa la lettre. Elle était écrite d'une écriture italienne tremblante. « Mon très cher Alessandro, si vous lisez ceci, je suis parti. J'ai vécu une vie de fierté et de péché. J'ai chassé ma fille, Sophia, mon propre sang, parce qu'elle aimait un homme pauvre. Je l'ai remplacée par vous. Vous avez été un bon fils, mais vous devez connaître la vérité. Vous n'êtes pas né de ma femme. Nous vous avons adopté de l'orphelinat de San Miguel après le départ de Sophia pour cacher la honte de n'avoir pas d'héritier. Vous êtes un riche de nom, mais pas de sang. Mon sang coule seulement en Sophia. Si elle ou ses enfants reviennent un jour, faites ce qui est juste. Donnez-leur le droit d'aînesse. Votre père, Giovanni. » Tessa laissa tomber la lettre. La pièce tourna. Lorenzo n'était pas son cousin. Il n'était pas un Ricci biologique. Il était le fils adoptif amené pour combler le vide que sa grand-mère avait laissé. « Je suis une fraude, » dit Lorenzo, sa voix creuse. « J'ai marché comme un roi, jugeant les gens, virant les gens. Et je ne suis rien, juste un orphelin dans un coutume volé. » Il enleva sa chevalière, l'anneau au lion, et le posa sur le bureau. « Je ferai rédiger les papiers de transfert par les avocats le matin. Je démissionnerai de mon poste de PDG. Tout est à vous, Tessa. Vous êtes le seul vrai Ricci. » Il marcha vers la porte. « Arrête, » dit Tessa. « Il n'y a rien à dire, » Lorenzo dit, sans regarder en arrière. « Je pars. »« J'ai dit arrête, » cria Tessa, attrapant le lourd acte et le lui jetant. Il frappa son dos et flotta jusqu'au sol. Lorenzo se retourna, choqué. « Vous pensez que ce morceau de papier fait de vous la famille? » Tessa demanda, les larmes coulant sur son visage. « Vous pensez que l'ADN fait de vous un Ricci? »« Oui, aux yeux de la loi, dit Lorenzo. Au diable la loi. » Tessa marcha vers lui et le piqua fort dans la poitrine. « Qui est resté près du lit de votre mère pendant 10 ans alors qu'elle perdait de la tête? Vous qui avez transformé la compagnie maritime en un empire. Vous qui avez défendu cette maison ce soir contre des mercenaires. Vous. Mais moi, ma grand-mère Sophia est partie, dit Tessa, sa voix tombant à un murmure. Elle a choisi l'amour plutôt que cette froide cage dorée. Et Giovanni, il était un vieil homme amer qui a essayé de la remplacer. Mais il n'a pas juste acheté un remplaçant, Lorenzo. Il a élevé un fils. Elle ramassa l'anneau du bureau. Elle prit de la main de Lorenzo. C'était rugueux, chaud et tremblant. La famille n'est pas le sang, Lorenzo. La famille est ce qui reste. Vous êtes resté. Elle pressa l'anneau dans sa paume. Je ne veux pas tout, dit Tessa. Je ne sais pas comment gérer un empire maritime. Je sais comment équilibrer 3 assiettes sur un bras. Si vous partez, cette famille meurt pour de vrai. Lorenzo regarda l'anneau puis Tessa. La barrière entre eux, le mur de la classe, du sang, des secrets, s'effondra finalement. « Que proposez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « 50, dit Tessa, souriant à travers ses larmes. « Partenaires, nous le gérons ensemble. Vous gérez les salles de conseil, je gère les gens, et nous nous occupons de Caterina ensemble. » Lorenzo ferma sa main sur l'anneau. Il regarda Tessa avec une intensité qui lui fit plier les genoux. Partenaire, il accepta. Et puis il fit quelque chose qu'il avait voulu faire depuis le moment où elle avait versé de l'eau
sur ses chaussures. Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser poli. C'était un baiser de soulagement, de passion et de deux âmes perdues trouvant enfin leur ancre. Et parce qu'ils n'étaient pas parents par le sang, rien ne les retenait. 3 mois plus tard, la salle de réunion de Ritchie Global et Manhattan était pleine. Les actionnaires étaient nerveux. Le cours de l'action avait fluctué sauvagement depuis l'arrestation de Vanessa Thorne et les rumeurs d'un remaniement dans la direction familiale. M. Henderson, le gérant du restaurant L'Horizonte, était là aussi, traiteur de l'événement. Il tremblait. Il avait entendu les rumeurs que la nouvelle copropriétaire était quelqu'un qu'il connaissait. Les doubles portes s'ouvrirent. Lorenzo Ricci entra, l'air plus affûté et plus autoritaire que jamais. Mais il n'était Bagel, marchant à côté de lui, portant un tailleur pantalon bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de M. Henderson, était Tessa. Elle n'avait plus l'air d'une serveuse. Elle avait l'air d'une reine. Ils se tinrent à la tête de la table. Lorenzo attendit le silence. « Mesdames et messieurs, commença Lorenzo, il y a eu des rumeurs sur l'avenir de cette compagnie, sur un héritier perdu, sur la légitimité. » Il regarda Tessa. « Les rumeurs sont vraies. J'aimerais vous présenter Tessa Ricci, ma partenaire, ma co-PDG et ma fiancée. » La pièce éclata en halètements et applaudissements. Tessa sourit, levant une main pour les calmer. « Merci, dit-elle. Sa voix était claire, confiante. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais d'abord quelques changements. » Elle pointa le fond de la pièce. « Monsieur Henderson. » Gary Henderson se figea, tenant un plateau de canapé. « Oui, mademoiselle Reynolds, je veux dire, mademoiselle Ricci. Les serveurs de votre restaurant, dit Tessa, ils sont surmenés. Avec effet immédiat, leur salaire horaire est triplé et ils bénéficient d'avantages médicaux complets. Si j'entends dire que vous criez de nouveau sur un serveur pour avoir renversé de l'eau, vous aurez affaire à moi. » Henderson déglutit. « Oui, maman. Merci, maman. Bien. Maintenant, parlons de l'expansion méditerranéenne. Plus tard ce soir-là, Tessa et Lorenzo visitèrent l'hôpital Mont-Sinaï, mais ils n'étaient pas dans la salle d'attente cette fois. Ils étaient dans une suite VIP privée. Toby était assis dans son lit, un bandage autour de sa tête, jouant à un jeu vidéo. Il avait l'air rose, en bonne santé et vivant. « Salut, Frangine! » Toby sourit. « Lorenzo m'a apporté la nouvelle console. » Lorenzo sourit, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Il m'a battu 3 fois déjà. Je pense que je vais m'en tenir à l'expédition. » Tessa s'approcha et serra son frère dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule. L'opération expérimentale à Zurich avait été un succès. Il allait vivre. Il allait à l'université. Il allait bien. « Tu l'as sauvé, » murmura Tessa à Lorenzo plus tard, alors qu'il sortait dans l'air frais de New York. « Non, » dit Lorenzo en roulant son bras autour de sa taille. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Ils montèrent dans la limousine qui les attendait, mais au lieu d'aller au Plaza, Lorenzo donna une adresse différente au chauffeur. « Où allons-nous » Tessa demanda. « En Italie, » dit Lorenzo. « Ma mère. Notre mère attend. Elle veut voir la robe de mariée. »« Laquelle ?»« Celle de Sofia, » dit doucement Lorenzo. « Nous l'avons trouvée dans le grenier. Maria l'a réparée. Elle vous va parfaitement. » Tessa posa sa tête sur son épaule. Elle pensait au voyage de l'eau renversée à l'anneau de feu, aux falaises de Sicile à la salle de conseil. Elle pensait au coup du destin qui les avait amenés ici. La serveuse et le milliardaire, l'orphelin et l'héritier. Il s'est avéré que l'ancien proverbe sicilien était juste. Luli nunis luna. Le soleil n'oublie jamais la lune. Ils étaient différents, des mondes à part, mais ils appartenaient au même ciel. Prête à rentrer à la maison, Lorenzo demanda, embrassant le haut de sa tête. Tessa sourit, regardant les lumières de la ville s'estomper au loin. « J'y suis déjà. » Et c'est ainsi qu'un verre d'eau renversé changea le destin d'un empire. Tessa ne trouva pas juste une fortune. Elle trouva une famille, un passé et un futur dont elle n'avait jamais osé rêver.
Lorenzo Ricci apprit que le sang ne fait pas un roi, le caractère le fait. Des humbles rues du Queens aux falaises dorées de la Sicile, ils prouvèrent que parfois les plus grands rebondissements de la vie mènent aux plus belles destinations. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de destin et de romance, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Que feriez-vous si vous découvriez que vous étiez un héritier secret? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la